catholique fervent. Il est le défenseur le plus renommé des victimes d'enlèvement. Après avoir étudié le dossier de Florence Cassay, l'avocat estime que la jeune Française serait une coupable fabriquée par le régime pour calmer la rue. Cette affaire est une affaire d'État. Parce que si la justice tranche en faveur de Florence Cassay, Genaro Garcia Luna tombe. Et du même coup la politique de sécurité publique du président Calderón. Et ça révélera au grand jour les falsifications, le coup monté, les mensonges. Pour cette raison, ils ne peuvent laisser Florence Cassay en liberté. En 2003, 2004, près de 25% des ravisseurs arrêtés étaient soit des policiers, soit d'anciens policiers, soit des fonctionnaires liés à la justice. Voilà pourquoi de nombreuses accusations dénoncent Genaro Garcia Luna comme ayant des liens avec des ravisseurs. Pour faire taire l'avocat, ses ennemis ont monté une fausse affaire d'enlèvement impliquant un de ses fils trisomiques. Qu'un enfant trisomique soit accusé d'enlèvement et qu'on mène une enquête sur lui, c'est extrêmement grave. Pour me défendre, j'ai empoigné l'étendard de la vérité pour défendre les droits de l'homme et la justice. Et c'est ce qui m'a permis de réduire à néant ces accusations. Si j'ai réussi, c'est parce que j'ai été agressif. J'ai saisi Genaro Garcia Luna à la gorge et j'ai fait pression sur lui. La plus importante association de victimes d'enlèvement se situe à Polanco, le quartier huppé de la capitale. Elle est présidée par Maria Elena Morera. Contrairement à l'avocat, elle est très proche du gouvernement. Elle est aussi son porte-parole pour l'affaire Cassay auprès des journalistes étrangers. Son mari a été victime d'un enlèvement. L'enlèvement de mon mari est devenu très barbare. Les ravisseurs nous demandaient une somme d'argent exorbitante que nous n'avions pas. Mais ils étaient persuadés du contraire. Et donc à chaque fois que mon beau-père leur disait « Je n'ai pas une telle somme d'argent, nous allons négocier un autre montant », ils coupaient un doigt à mon mari et nous l'envoyaient. C'est comme ça qu'ils faisaient pression sur nous. Au fil du temps, je peux vous assurer que les hommes de M. Garcia Luna se sont révélés de bien meilleurs négociateurs que les intermédiaires étrangers que nous avions engagés. Pedro est revenu avec 4 doigts en moins, mais vivant. Pedro et moi sommes allés voir M. Garcia Luna et mon mari lui a demandé ce qu'il voulait en remerciement de ce qu'il avait fait pour lui. Et M. Garcia Luna lui a répondu qu'il n'avait fait que son travail. Alors, nous nous sommes engagés à travailler avec lui dans les écoles pour mener des campagnes de prévention des enlèvements auprès des jeunes, parce qu'à l'époque, les jeunes commençaient à être victimes d'enlèvements. L'affaire Florence Cassay, c'est très regrettable qu'elle ait été liée à ce monsieur Israël Vallarta et que les témoignages des victimes affirment qu'elle se trouvait à l'endroit où il les séquestrait. Ça me paraît pratiquement impossible de se trouver dans un lieu où on retient des otages sans être impliqué. Nous avons donc d'une part les témoignages des victimes et ceux des policiers qui l'ont arrêté, et d'autre part son propre témoignage. Cette affaire a déjà été jugée. Nous avons rencontré le président Sarkozy. Il nous a invités à le rencontrer lors de ses visites. Et nous lui avons demandé de ne pas intervenir dans une procédure judiciaire. Mais il a transformé une affaire judiciaire en affaire politique. Je suis persuadé que si ça n'avait pas été le cas, si l'affaire avait suivi son cours normal, Florence Cassay serait en train de purger sa peine en France. Madame Morera, c'est elle que d'autres pistes ont été étudiées depuis février 2011. Eduardo Margolis, l'associé de Sébastien Cassay, serait lié avec le ministre de la Sécurité, Genaro Garcia Luna. Nous avons eu un entretien filmé avec un Français qui vit à Mexico depuis plusieurs dizaines d'années.
Ce Français est considéré comme le meilleur spécialiste de l'affaire Cassé. Par peur de représailles, quelques jours avant la diffusion de ce film, il nous a demandé de ne pas être identifiable. Lorsque l'on rencontre Margolis, l'impression que l'on a en sortant de 3 heures de discussion avec lui, c'est un homme dangereux. C'est un homme qui appartient à des services parallèles, c'est un homme qui a certainement une petite armée paramilitaire chargée de l'aider à résoudre les problèmes d'enlèvement ou à récupérer des gens qui ont été enlevés. Il est le protecteur de la colonie juive de Polanco, qui est une colonie très riche, de petits industriels textiles, de commerçants, etc., qui est la proie des séquestreurs. Donc on sait que, et il nous dit qu'il a des équipes de surveillance. Il appartiendrait, ou il appartient au Mossad, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui manie l'intelligence, c'est-à-dire qu'il écoute, il a des écoutes téléphoniques, et en plus, il a un accès direct à Genaro Garcia Luna, le chef de la FI, aujourd'hui ministre de la Sécurité publique. Il a un accès direct parce qu'il vend des armes, officiellement, au général. Et donc, on sait qu'il a, tous les jours, des contacts avec ces gens-là. Donc c'est un homme absolument intouchable. Et c'est un homme qui peut demander un service contre un autre. Je voyais de temps en temps des voitures blindées dans la cour, qui étaient là, grosses voitures de luxe. Ensuite, il y avait un passage, au début j'y prêtais pas énormément attention, mais il y avait au fur et à mesure un passage constant d'autorité, donc de police. Il y avait des gens de l'armée en uniforme qui rentraient et qui sortaient dans la cour avec des véhicules et qui avaient rendez-vous donc avec Eduardo. Donc il y avait de temps en temps des policiers en civil, il y avait de temps en temps des policiers en uniforme, des hauts gradés, et puis du passage de gens importants et des autorités notamment. Les victimes qu'on montre à la télévision comme étant libérées le jour de l'arrestation de Florence, Christina et Christian, en fait ces victimes ont été libérées 1 mois et demi auparavant dans une autre maison qui appartient, cette maison, à la sœur d'Israël, Lupita, et à son beau-frère. Et Eduardo, on l'a tenu au courant puisqu'il était indirectement impliqué dans cette affaire. Cette nouvelle hypothèse est construite sur 2 nouveaux éléments. Les victimes auraient été en réalité libérées 1 mois avant la reconstitution de l'arrestation de Florence Cassé. De plus, Cristina Ríos, l'un des 3 otages, aurait joué un rôle dicté par Eduardo Margolis. Il y avait dans ce dossier des éléments qui sont très troublants, comme par exemple que une des personnes enlevées, Christina et son fils, auraient été Amadeyavi, c'est-à-dire la femme qui est chargée du ménage de M. Margolis. Margolis est un homme d'affaires de la communauté juive mexicaine. Il était l'associé de Sébastien Cassé, le frère de Florence. Les personnes qui l'ont interrogé affirment que Margolis n'a jamais reconnu qu'il tirait les ficelles de cette affaire orchestrée contre Florence. Mais moi, personnellement, j'ai des doutes. Je pense que c'est une piste qui n'a pas encore été bien explorée. Parce que, au-delà de l'absence évidente de preuves accablantes contre Florence, je me dis qu'il doit y avoir un mobile, une motivation pour l'avoir choisie elle en particulier. Nous pourrions bien être face à un cas de trafic d'influence. De son côté, le Vatican, ému par le cas de Florence Cassé, a demandé à l'Église catholique mexicaine de mener une enquête. Pedro Arellano, l'homme clé de cette enquête, est avocat et secrétaire d'une association catholique chargée de s'occuper des prisonniers injustement condamnés. Pendant 6 mois, il a dirigé 27 enquêteurs
pour établir un rapport sur la culpabilité ou l'innocence de Florence Cassé. Pedro Arellano nous fait signe de le suivre et nous conduit non loin de la cathédrale, dans les locaux de son association. Certains témoignages de policiers contenus dans le rapport ont été obtenus sous le secret de la confession. Pedro Arellano craint tout spécialement les hommes et leurs chefs responsables de la fausse arrestation de Florence Cassé. Anxieux, malgré le danger, il décide de témoigner à visage découvert. Pour nous aussi, cette affaire est importante parce qu'elle est emblématique. Si on parvient à faire toute la lumière sur l'affaire Florence Cassé, et dans son cas, à prouver son innocence et à la faire libérer, ce sera une victoire pour l'Église mexicaine. Ça nous permettrait de nous battre pour d'autres Florence, qui sont aussi en prison, ou pour d'autres personnes qui sont malheureusement incarcérées sur la base de preuves fabriquées. Les preuves qui ont été falsifiées dans le procès de Florence, c'est le gouvernement qui en est à l'origine. Nous lui posons la question essentielle. Est-ce que dans son rapport, il est notifié que Cristina aurait été la femme de ménage d'Eduardo Margulis? Il y a une chose que je veux que vous sachiez. Si je suis au cimetière ou à l'hôpital, je ne pourrai plus aider Florence. Le seul fait d'évoquer le nom d'Eduardo Margulis terrorise ceux qui ont eu accès aux révélations du rapport de l'Église. Des révélations primordiales pour la défense. Un certain nombre d'interventions sont venues nous donner beaucoup d'espoir. Je veux parler de l'Église catholique. L'Église catholique au Mexique, c'est un pouvoir considérable. 80% des Mexicains sont croyants. Que l'Église catholique s'engage aux côtés de Florence Cassé, pour nous, c'était un espoir énorme. Avec, bien évidemment, et vous pouvez l'imaginer, dans une telle situation, sûrement, le soutien du Vatican. Le résultat de ce rapport, c'est qu'elle est innocente. Ce rapport n'a jamais été rendu public, parce que c'est un rapport qui était confidentiel, fait par l'Église, mais il a été remis au président de la République, qui ne l'a pas voulu, mais il a été remis à sa femme, Margarita Zavala. Il a été remis au président de la Cour suprême. Et finalement, on se demande si Florence n'est pas un peu le dindon de la farce et se retrouve mêlé à une histoire qui ne lui appartient pas. En octobre 2005, soit 2 mois avant l'arrestation de sa sœur Florence, Sébastien se sépare de son associé et prend un avocat. Eduardo, en apprenant ça, donc appelle au bureau, il tombe sur mon épouse et il la menace donc de mort, il menace de kidnapper les enfants, il menace de nous tuer tous sur place et qu'on avait de la chance qu'il soit en voyage. Et c'est alors que le 9 décembre, au matin, tout de suite ma première image en voyant Florence arrêtée dans un montage comme ils ont pu le faire et avec en plus des gros plans sur les cartes de visite de ma société, j'ai tout de suite compris qu'Eduardo Margulis était derrière tout ça. Cette affaire, incroyablement complexe, est désormais entre les mains de la Cour suprême, l'ultime recours de Florence Cassé. Cette cour est indépendante du pouvoir exécutif et présidée par un juge libéral, respecté et secondé par 10 magistrats. À chaque séance plénière, les juges empruntent cet escalier et passent devant ces fresques sur la torture. Ces fresques forment un ensemble qui retrace l'histoire moderne de la justice au Mexique. Elles ont été inaugurées le 14 juillet 2009, un an après la première condamnation de Florence à 96 ans de prison. Il faut que ces magistrats libres, indépendants, en qui j'ai confiance, puissent examiner cette affaire et constater non seulement que sur le fond et sur la forme, cette femme doit être acquittée. Il n'y a pas lieu de désespérer de la justice ou de l'humanité. C'est dans l'une de ces 2 chambres
que les 10 juges et leurs ministres présidents prendront leur décision sur le sort de la jeune Française. La Cour suprême peut prendre 3 décisions. La première, l'acquittement de Florence, elle serait libérée sur le champ. La deuxième, le renvoi à la procédure, ce qui annulerait les 3 condamnations successives, mais réouvrirait le dossier de l'instruction du procès. Cela pourrait durer de très longs mois. La troisième, la confirmation de la condamnation de Florence à 60 ans de prison incompressible. Florence serait alors transférée dans une prison de haute sécurité où elle ne pourrait voir ses parents et ses avocats qu'une seule fois par mois. Aujourd'hui, je suis protégée, entre guillemets, par ce recours à la Cour suprême qui fait que mon dossier est toujours vivant, ouvert. Et le jour où la Cour suprême rendra son verdict, et si malheureusement il est négatif, oui, je serai certainement amenée à être transférée dans une prison haute sécurité. Et là, ça doit être réellement terrible. Et le but, c'est vous enfermer et de vous couper complètement avec le monde. Et c'est vrai que c'est mort vivante, oui. Oui, c'est... Je vois pas l'intérêt de continuer dans ces conditions, oui. En plus d'être enfermé, en plus de souffrir et d'essayer de ne pas montrer qu'on souffre pour les gens qui viennent, pour mes parents qui viennent me voir, ma vie elle est remplie de douleur. Ma douleur, leur douleur, et de charger avec tout ça et de se dire, ils attendent qu'une chose, c'est quand est-ce que je vais sortir? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir enfin vivre, parce qu'ils vivent pas non plus à l'extérieur. Tout ce qu'on attend, c'est que le téléphone sonne. Enfin, il sonne tous les jours, le téléphone. Mais le téléphone qui sonne pour la bonne nouvelle. C'est celui qu'on attend 24 heures sur 24. Retour sur le plateau du Monde en face. Alors pour prolonger ce documentaire, nous avons souhaité inviter l'ambassadeur du Mexique, mais ce dernier a refusé notre invitation. Il a été difficile de trouver des interlocuteurs pour parler justement de la situation au Mexique. Preuve que cette affaire cassée laisse des traces dans les relations entre la France et le Mexique. On va justement en parler avec nos 2 invités. Jean-Jacques Kourlansky, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche internationale et stratégique sur l'Amérique latine. Vous connaissez bien le Mexique. Et puis, Maître Berton, bien sûr, vous êtes l'avocat français de Florence Cassé. Florence, que vous avez eue au téléphone, comment se porte-t-elle? Est-ce qu'elle a toujours espoir? Florence a toujours espoir. Vous savez qu'elle a toujours et à chaque instant espéré dans la justice mexicaine et son indépendance. Alors, c'est plus difficile à imaginer qu'à pouvoir le concrétiser, parce que Florence se bat jour après jour avec ses avocats pour essayer de faire triompher son innocence. On est actuellement à la Cour suprême, vous le savez, en dernière instance, pour tenter de réformer ce jugement de condamnation de 60 ans qui était prononcé à son encontre. On aura cette décision de la Cour suprême quand? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on a un calendrier? On n'a pas de calendrier. La décision peut intervenir à n'importe quel moment. On sait que les juges de la Cour suprême et le rapporteur est en train de travailler ce dossier. On sait que peut-être le gouvernement perçoit à l'heure actuelle une tendance de la Cour suprême qui laisserait penser que celle-ci serait favorable à Florence, qui peut expliquer un certain nombre de malversations à son encontre dans les jours qui viennent d'arriver, qui laissent augurer une campagne de presse à son encontre. Alors on attend. Là, vous faites allusion à ce qu'on a pu lire en France, dans la presse, sur le fait que Florence Cassé, elle serait à l'origine d'un réseau réintroduit, des produits illicites dans sa prison. Voilà, son image est quand même très ternie au Mexique. Elle est sans cesse
l'objet de campagnes diffamatoires. Florence fait l'objet à l'heure actuelle d'une campagne, soi-disant elle constituerait un réseau de délinquants dans le cas de sa prison de Tepépan où elle était détenue, qui justifierait qu'elle soit placée dans un quartier de haute sécurité dans une autre prison. Alors on a vu il y a quelques mois exhiber devant les télés mexicaines quelqu'un avec une cordelette autour du cou qui disait Florence Cassé est la responsable du réseau, la chef du réseau, et 48 heures après cet homme expliquait qu'en réalité il avait été torturé à l'électricité pour qu'il dise que Florence Cassé était une chef du réseau. Bon, voilà. Donc Vous êtes en train de nous dire que la justice mexicaine, elle n'est pas indépendante? Qu'elle est manipulée par qui alors? Par le pouvoir politique? Il y a différentes choses que je sais. Je sais notamment que le jour où elle a été condamnée à 60 ans, les magistrats de la Cour suprême mangeaient avec le directeur de cabinet de Garcia Luna, qui est le ministre de la Sécurité publique, le pire ennemi de Florence Cassé. Qu'on voit dans le documentaire. Qu'on voit dans le documentaire, le manger le midi. C'est un peu comme si vous aviez, le jour du délibéré de Clearstream en France, Nicolas Sarkozy qui mangeait avec les juges de la Cour d'appel. Monsieur Kurlansky, vous qui connaissez bien le Mexique et donc la justice mexicaine, elle n'est pas indépendante, cette justice mexicaine, face au pouvoir politique? Je dirais qu'il y a deux éléments qui sont de contexte qu'il faut prendre en compte dans cette affaire. Le premier, c'est la guerre de la drogue qu'a lancé le président de la République mexicaine depuis son entrée en fonction, le président Calderón, le 1er décembre 2006, et qui a déclenché des logiques d'affrontement entre la police, l'armée et les délinquants entre eux, qu'ils ne maîtrisent plus. Donc c'est un élément... En gros, vous êtes en train de dire qu'il est pressé par son opinion publique à régler ce problème et que Florence Cassé peut être un exemple? C'est possible. Je pose la question, je dis c'est possible. Mais il faut prendre en compte ce contexte-là. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une susceptibilité très vive au Mexique pour tout ce qui est intervention extérieure. Le voisinage des États-Unis est très compliqué. Il ne faut pas oublier non plus que la France a occupé le Mexique pendant 5 ans, à une certaine époque. Donc toute intervention qui apparaît comme un peu trop directive, c'est ça, peut être prise et a été prise dans le cas précis de Florence Cassé comme une ingérence à partir du moment où le président de la République, au cours de son voyage officiel au Mexique en mars 2009, s'est adressé aux sénateurs, donc à l'ensemble de la classe politique mexicaine, en leur faisant un petit peu la leçon. Il faut dire une chose là-dessus, vous avez raison, mais il faut savoir que quand même 3 jours avant le voyage présidentiel officiel du président Sarkozy au Mexique, le président Calderón avait envoyé une lettre au président Sarkozy, sous la signature de la présidence de la République mexicaine, en disant dans l'hypothèse où Florence Cassé serait condamnée, ce qui n'était pas le cas au moment où il envoie la lettre, je vous la rendrai pour qu'elle exécute, en vertu de la Convention de Strasbourg, sa peine. Le président Sarkozy arrive au Mexique et 3 jours avant son arrivée, alors qu'on lui avait assuré qu'il n'y aurait aucune condamnation de Florence Cassé, ne serait-ce que pour ne pas polluer le voyage officiel, la justice mexicaine a condamné Florence Cassé. Et il y a eu au fur et à mesure de ces années de procédure sur Florence, et dont elle était victime, à chaque fois il y a eu de la part du gouvernement mexicain des actes de provocation. Et en effet, vous avez raison de le rappeler, quand le président Sarkozy arrive à la tribune du Sénat, on lui dit il ne serait pas de bon augure de parler de Florence Cassé, il se bat pour elle parce qu'il est convaincu de son innocence. Mais est-ce que là, c'était pas la méthode de défense de Florence Cassé? Quand elle va et elle prend la parole au téléphone depuis sa prison pour dire je suis innocente, en gros il y a une cabale contre moi, devant le ministre qu'elle pointe du doigt, est-ce que ça, c'était pas une maladresse? Est-ce que finalement, sur cette affaire, on s'y est pas un peu mal pris? Écoutez, pendant 3 ans, elle a fait vœu de silence. On lui a expliqué pendant les 3 premières années où moi je n'étais pas à son conseil qu'il fallait se taire. Parce que les choses s'arrangeraient parce qu'elle était innocente. Elle a été condamnée à 96 ans de prison. Et c'est vrai que l'opinion publique française et le gouvernement, sous le régime du président Sarkozy, s'est intéressé à cette affaire parce qu'on n'avait aucune information sur ce dossier. Alors que c'était bien fait ou pas bien fait, j'ai envie de dire peu importe. Ce qui importe, c'est prendre la défense de cette femme dont chacun est convaincu de son innocence pour essayer d'obtenir le meilleur résultat face à une justice qui, quelque part, est corrompue, avec des magistrats qui sont aux ordres du pouvoir. Et c'est vrai que le président, moi je ne suis pas l'avocat du président Sarkozy, mais quand même prend la défense de cette femme au regard d'un dossier, d'examen de ce dossier, et de tas de gens qui sont autour,
qui sont notamment au Mexique, qui disent cette femme est innocente, ce que l'on voit dans le film. Il y a un problème de méthode. Ce genre de dossier, en règle générale, est traité par la voie consulaire, par la voie ministérielle, avec une certaine discrétion. On a d'ailleurs, en parallèle à cette affaire-là, un autre exemple qui s'est bien terminé en République dominicaine, où 2 jeunes filles avaient de la drogue dans des valises, ont été arrêtées, elles ont nié les faits en disant que, bon, elles étaient innocentes et que cette drogue avait été placée dans leurs valises à leur insu. Un comité s'est constitué, mais finalement, le gouvernement français a décidé de choisir une autre voie, qui est celle des négociations discrètes avec le gouvernement de la République dominicaine. Le président de la République dominicaine est venu à Paris. Il n'y a eu aucune allusion au dossier qui a été faite par la partie française. Et la veille de Noël, il les a graciés. Donc on a là une autre méthodologie qui a été suivie par le même président, par le même gouvernement. Mais comment vous l'expliquez alors ces deux mais vous savez stratégies? Je vais vous expliquer pourquoi ça n'a rien à voir. Je vais vous expliquer parce que Florence Cassé un jour a humilié Garcia Luna, qui est le ministre à la télévision. Et quand on humilie, et ce qui n'est pas arrivé en République dominicaine, et le dossier n'est pas comparable, parce que le dossier de Florence Cassé est une affaire d'État, comme c'est dit au Mexique, comme c'est écrit au Mexique, elle humilie Garcia Luna. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez choisir la voie consulaire ou diplomatique, ce n'est plus possible. Est-ce que c'est pas en l'humiliant qu'elle a transformé ce dossier en dossier d'État? Non, c'est pas elle qui a humilié, c'est le président français, en interpellant l'ensemble de la classe politique mexicaine, publiquement, à la télévision. C'est pas vrai. Et je ne partage pas du tout votre point de vue, mais vous avez tout à fait le droit de ne pas le partager, moi je ne partage pas le vôtre. Oui, c'est pas vrai. Et à partir de ce jour-là, le dossier a basculé. Donc dès le 10 mars 2009, écoutez, moi je connais bien le dossier, le dossier avait déjà basculé avant. Le dossier avait basculé avant, puisque 3 jours avant la visite présidentielle, le gouvernement mexicain avait expliqué qu'il ne condamnerait pas Florence Cassé. Il n'y aurait pas de décision et elle a été condamnée 3 jours avant. Le résultat, c'est que le dossier a basculé, est devenu une affaire. De mon point de vue, le dossier est bloqué jusqu'aux élections mexicaines et aux élections françaises. Donc ça veut dire que pour vous, l'espoir, il faudrait que la Cour suprême ne s'exprime qu'après les élections? Un nouveau président arrivant, prenant ses fonctions au Mexique l'année prochaine, a le pouvoir de remettre les compteurs à zéro. Juste pour terminer, Maître Berton, est-ce que vous avez encore espoir? Vous avez vu récemment Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on y croit toujours à cette... Écoutez, quand vous regardez le film qui a été diffusé ce soir, c'est quelque chose d'abord d'assez exceptionnel. C'est-à-dire que vous avez le représentant de l'Église catholique qui réunit 30 enquêteurs sous l'égide du Vatican, qui vient conclure, alors que ce n'est pas un avocat de la défense, il n'est pas payé par la famille Cassé, par qui que ce soit, qui vient vous dire cette femme est innocente et elle fait l'objet d'une accusation injuste. Première chose. Deuxième chose, celle qui a été enlevée, qui est Christina Rios avec son enfant, elle ne vous a jamais dit que c'était la femme de ménage de Margulis. C'est-à-dire que nous sommes 5 ans, ou plutôt 6 ans après, toujours dans la recherche d'une vérité du montage qui a été construit autour de la culpabilité de Florence. Bien sûr que j'y crois pour répondre à votre question, parce qu'il ne faut jamais désespérer des juges que je veux indépendants, autonomes du pouvoir politique au Mexique. On a bien vu que l'affaire Florence Cassé, c'est devenu vraiment une affaire d'État et donc une affaire qui s'est enlisée. Et vous dites, l'espoir, ça sera peut-être après les élections à la fois au Mexique et en France pour remettre les pendules, comme vous le disiez, à zéro. Merci à vous deux d'avoir été...